Les relations entre Israël et le monde arabe sont marquées par une histoire complexe, oscillant entre conflits ouverts, tensions diplomatiques et tentatives de rapprochement. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, la région a été le théâtre de plusieurs guerres majeures, nourries par des rivalités territoriales et politiques profondes. Pendant des décennies, une grande partie du monde arabe a adopté une posture hostile envers Israël, refusant de reconnaître son existence et soutenant la cause palestinienne. Toutefois, cette opposition frontale a progressivement évolué avec le temps. Grâce à quoi sont dus ces changements? Et quelle est la situation actuelle de l'État hébreu avec le monde arabe? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui. C'est parti! L'histoire des relations entre Israël et le monde arabe commence en 1948 avec la création de l'État d'Israël, proclamé à la suite du plan de partage de la Palestine voté par l'ONU en 1947. Ce plan visait à diviser la Palestine mandataire en deux États distincts, un État juif et un État arabe. Ce plan attribuait environ 56% du territoire à l'État juif, 42% à l'État arabe, et plaçait Jérusalem et ses environs sous un statut international spécial en raison de son importance religieuse et culturelle. Le plan a été accepté par les dirigeants juifs qui y voyaient une opportunité de créer un État souverain. Cependant, il a été rejeté par la majorité des dirigeants arabes et de ses États voisins, qui considéraient cette division comme injuste et contraire au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce rejet a conduit à des violences immédiates entre les communautés juives et arabes en Palestine, marquant le début de la guerre civile de 1947-1948. D'ailleurs, ce plan provoque immédiatement la colère des pays arabes voisins qui rejettent la légitimité de cet État. La guerre israélo-arabe de 1948 éclate dès le lendemain de la proclamation de l'indépendance israélienne, opposant Israël à une coalition de pays arabes comprenant l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, l'Irak et le Liban. Le conflit se solde par une victoire israélienne et entraîne la Nakba, l'exode massif de centaines de milliers de Palestiniens. Les tensions se poursuivent dans les décennies suivantes. En 1956, la crise de Suez oppose Israël, la France et le Royaume-Uni à l'Égypte de Nasser et consolide l'hostilité entre Israël et les États arabes. Elle a été déclenchée par la décision du président égyptien Gamal Abdel Nasser de nationaliser le canal de Suez, une voie maritime stratégique reliant la Méditerranée à la mer Rouge. Cela a provoqué une vive réaction de la part de la France, du Royaume-Uni et d'Israël, qui avaient des intérêts économiques et stratégiques dans le canal. En réponse, une alliance secrète entre ces trois pays a été formée, connue sous le nom de Protocole de Sèvres. Le 29 octobre 1956, Israël a envahi la péninsule du Sinaï, suivi par des bombardements et des interventions militaires franco-britanniques. Officiellement, ces actions étaient justifiées comme une opération de maintien de la paix, mais elles visaient en réalité à reprendre le contrôle du canal et à affaiblir Nasser. Cependant, la pression internationale, notamment des États-Unis et de l'Union soviétique, a forcé les forces franco-britanniques et israéliennes à se retirer. On peut aussi parler de la guerre des 6 jours en 1967. Opposant Israël à plusieurs pays arabes, dont l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, ce conflit a été déclenché par des tensions croissantes dans la région, notamment des mouvements militaires égyptiens dans le Sinaï et le blocus du détroit de Tiran, une voie maritime essentielle pour Israël. Israël a lancé une attaque préventive en détruisant une grande partie des forces aériennes égyptiennes au sol, ce qui lui a permis de dominer les airs. Ainsi, en seulement 6 jours, les forces israéliennes ont conquis des territoires stratégiques, la péninsule du Sinaï et la bande de Gaza à l'Égypte, la Cisjordanie et Jérusalem-Est à la Jordanie, ainsi que le plateau du Golan à la Syrie. Ces gains territoriaux ont considérablement modifié la géopolitique de la région. Cela a été une victoire militaire éclatante pour Israël, mais elle a également marqué le début de nouvelles tensions, notamment en raison de l'occupation des territoires conquis. Ces territoires sont devenus des points de discorde majeurs dans le conflit israélo-palestinien et les relations entre Israël et ses voisins arabes.
6 ans plus tard, en 1973, la guerre du Kippour éclate. Ce conflit a opposé Israël à une coalition arabe menée par l'Égypte et la Syrie. L'objectif principal des pays arabes était de récupérer les territoires perdus lors de la guerre des 6 jours, notamment le plateau du Golan pour la Syrie et la péninsule du Sinaï pour l'Égypte. L'attaque a été lancée par surprise le jour de la fête juive de Yom Kippour, un moment de grande importance religieuse en Israël, ce qui a pris l'armée israélienne au dépourvu. Les forces égyptiennes ont traversé le canal de Suez et détruit la ligne Bar-Lev, tandis que les forces syriennes ont avancé sur le plateau du Golan. Cependant, après les premiers succès arabes, Israël a mobilisé ses réserves et lancé des contre-offensives. L'armée israélienne a réussi à repousser les forces syriennes et à pénétrer profondément en territoire syrien, tout en traversant le canal de Suez pour encercler l'armée égyptienne. La guerre s'est terminée par un cessez-le-feu négocié par les Nations Unies sous la pression des États-Unis et de l'Union soviétique. Bien qu'Israël ait conservé un avantage militaire, la guerre a renforcé la position politique de l'Égypte, ouvrant la voie aux accords de Camp David en 1978 et à la restitution du Sinaï à l'Égypte. En effet, les accords de Camp David, signés le 17 septembre 1978, représentent un tournant historique dans les relations entre Israël et l'Égypte, marquant la première reconnaissance officielle d'Israël par un pays arabe. Négociés sous la médiation du président américain Jimmy Carter, ces accords ont réuni le président égyptien Anwar el-Sadat et le premier ministre israélien Menahem Begin. 2 volets principaux caractérisent ces accords. D'une part, un cadre pour la paix au Moyen-Orient qui proposait une autonomie pour les Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza, bien que cette partie n'ait jamais été mise en œuvre, et d'autre part, un traité de paix entre Israël et l'Égypte, dans lequel Israël s'engageait à restituer la péninsule du Sinaï à l'Égypte, ce qui a été concrétisé en 1982. Bien que salué par la communauté internationale et récompensé par un prix Nobel de la paix décerné à Sadat et Begin en 1978, ces accords ont également suscité de vives critiques dans le monde arabe. Certains pays considérant que l'Égypte avait trahi la cause palestinienne. Il demeure néanmoins un jalon majeur dans l'histoire diplomatique de la région. Ainsi, ce rapprochement, bien que majeur, ne met pas fin à l'isolement régional d'Israël, qui reste en conflit avec de nombreux pays arabes et en tension permanente avec les Palestiniens. En 1994, la Jordanie devient le 2e pays arabe à signer un traité de paix avec Israël. Ce traité, connu sous le nom d'accord de Wadi Araba, a été signé le 26 octobre 1994 par le roi Hussein de Jordanie et le premier ministre israélien Yitzhak Rabin. Il a marqué la fin officielle de l'état de guerre entre les 2 pays, qui durait depuis 1948. L'accord a permis de normaliser les relations entre la Jordanie et Israël, en établissant des frontières reconnues, en réglant des différends territoriaux et en ouvrant la voie à une coopération économique et diplomatique. Il s'inscrivait dans le cadre plus large des efforts de paix au Moyen-Orient, soutenus par les États-Unis, et faisait suite aux accords d'Oslo entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine. Les accords d'Oslo, signés le 13 septembre 1993, représentent une tentative majeure de résolution du conflit israélo-palestinien. Ils ont été négociés en secret à Oslo, en Norvège, entre des représentants israéliens et palestiniens, et ont abouti à une cérémonie historique à Washington, où le premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le président de l'OLP, Yasser Arafat, se sont serrés la main sous l'égide du président américain Bill Clinton. Ces accords comprenaient une déclaration de principe qui établissait un cadre pour des négociations futures et prévoyait une autonomie palestinienne limitée dans certaines parties de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Ils ont également conduit à la création de l'Autorité nationale palestinienne, chargée de gérer ces territoires de manière transitoire pendant une période de 5 ans, en vue d'un règlement permanent basé sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cependant, malgré l'espoir initial, les accords ont rencontré de nombreux obstacles, notamment des désaccords sur les questions clés comme le statut de Jérusalem, les colonies israéliennes, les réfugiés palestiniens et la sécurité. Les tensions et les violences qui ont suivi, ainsi que l'assassinat de Yitzhak Rabin en 1995,
ont considérablement affaibli le processus de paix. Dans les années suivantes, les relations entre Israël et le monde arabe évoluent principalement autour de la question palestinienne. Les tensions persistent, en particulier avec le Liban et la Syrie. Le Hezbollah, soutenu par l'Iran et la Syrie, devient un acteur majeur de l'opposition à Israël, notamment lors de la guerre de 2006. Ce conflit a débuté le 12 juillet 2006, alors que le Hezbollah a mené une attaque transfrontalière, tuant 8 soldats israéliens et en capturant 2 autres. En réponse, Israël a lancé une offensive militaire massive contre le Liban, ciblant les infrastructures et les positions du Hezbollah. Le Hezbollah, bien préparé et équipé grâce au soutien iranien et syrien, a opposé une résistance farouche. Il a utilisé des tactiques de guérilla et des tirs de roquettes pour frapper des cibles israéliennes, y compris des zones civiles. Les combats ont causé des pertes humaines importantes, environ 1200 morts côté libanais, principalement des civils, et 160 morts côté israélien, dont des soldats et des civils. Après 33 jours de combats intenses, un cessez-le-feu a été instauré le 14 août 2006, conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution a renforcé la présence de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, et a permis le déploiement de l'armée libanaise dans le sud du pays pour limiter l'influence du Hezbollah. Un nouveau tournant intervient en 2020 avec les accords d'Abraham, qui représentent une série d'accords de normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes, notamment les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Ces accords ont été négociés sous la médiation des États-Unis, avec le président Donald Trump jouant un rôle clé. Par la suite, d'autres pays, comme le Soudan et le Maroc, ont également rejoint cette initiative. Ils marquent un tournant dans les relations entre Israël et le monde arabe, rompant avec le consensus historique selon lequel la reconnaissance d'Israël devait être conditionnée à une résolution du conflit israélo-palestinien. Ils ont permis l'établissement de relations diplomatiques, économiques et culturelles entre Israël et ces pays, ouvrant la voie à des coopérations dans des domaines tels que le commerce, la sécurité et le tourisme. Malgré ces avancées diplomatiques, les relations entre Israël et une partie du monde arabe restent marquées par des tensions, notamment en raison de la persistance du conflit israélo-palestinien. Des pays comme l'Algérie, l'Irak ou le Liban refusent toujours toute normalisation avec Israël, illustrant la complexité et l'ambiguïté de cette relation. Regardons de plus près les relations actuelles de l'État hébreu avec certains de ces pays. Les relations diplomatiques entre la Turquie et Israël ont commencé en 1949, après la création de l'État d'Israël. La Turquie a été l'un des premiers pays musulmans à reconnaître Israël. Dans les décennies suivantes, les deux pays ont consolidé leurs relations, avec une coopération renforcée dans les domaines militaires, économiques et technologiques. Les deux pays réalisent des exercices militaires conjoints, et Israël fournit à la Turquie une aide militaire et une expertise dans le domaine de la défense, tandis que la Turquie devient un important partenaire économique d'Israël. Ces relations sont d'autant plus renforcées par le souhait des deux pays de contrer la montée de l'influence iranienne dans la région. Mais le tournant majeur dans les relations turco-israéliennes se produit au début des années 2000, avec l'ascension du Parti de la Justice et du Développement, alias AKP, et de son leader, Recep Tayyip Erdogan. Sous l'AKP, la Turquie commence à adopter une politique étrangère plus indépendante, s'éloignant progressivement de son alignement traditionnel avec Israël. Les relations se détériorent rapidement après l'opération Plomb durci de 2008 à 2009, durant laquelle Israël mène une offensive militaire à Gaza, tuant de nombreux civils palestiniens. Mais l'un des événements majeurs de cette détérioration est l'incident du Mavi Marmara en 2010. Ce navire humanitaire destiné à briser le blocus de Gaza est attaqué par l'armée israélienne en Méditerranée. 9 militants turcs sont tués lors de l'assaut israélien, ce qui entraîne une vive protestation en Turquie. Le gouvernement turc demande des excuses publiques et des réparations, tandis qu'Israël exprime des regrets mais refuse de présenter des excuses formelles. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont alors rompues pendant plusieurs années. En 2013, Israël et la Turquie parviennent à un accord pour normaliser leurs relations, avec des excuses publiques de la part d'Israël. Cependant, les tensions restent présentes, mais en 2020, des signes de réchauffement diplomatique se manifestent avec la volonté des deux pays de relancer le dialogue.
Mais les tensions restent vives et ces derniers mois, les relations se sont rapidement détériorées. En mai 2024, la Turquie suspend ses échanges commerciaux avec l'État hébreu, expliquant qu'elle reprendra ses relations commerciales avec son homologue quand la situation humanitaire s'améliorera à Gaza. Ainsi, le ministère explique que la Turquie appliquera ces nouvelles mesures de manière stricte jusqu'à ce que le gouvernement israélien autorise un flux ininterrompu d'aide humanitaire vers Gaza. Il faut savoir qu'en 2023, les exportations de la Turquie vers Israël ont représenté 5,43 milliards de dollars, contre 7,03 milliards en 2022 et 6,36 milliards en 2021. Quelques mois plus tôt, Recep Tayyip Erdogan avait déjà rappelé l'ambassadeur de Turquie à Tel Aviv, mais avait jugé impossible de rompre complètement avec Israël. D'ailleurs, les intenses critiques qu'il essuie à ce sujet semblent lui avoir fait changer d'avis. Mais rapidement après l'annonce du suspens des échanges commerciaux, le pays est pointé du doigt, car le pétrole azerbaïdjanais continue d'être acheminé en Israël via la Turquie. En passant par le port turc de Ceyhan, plus du tiers des besoins en pétrole d'Israël transitent par ce lieu. En effet, l'Azerbaïdjan est un important fournisseur de pétrole à Israël via l'oléoduc Bakout-Tbilissi-Ceyhan, au bout duquel le pétrole est chargé sur des bateaux qui le transportent jusqu'à Haïfa. Il faut savoir que le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, entretient d'excellentes relations avec Recep Tayyip Erdogan. Il en est de même avec Netanyahou, alors que Jérusalem est un fournisseur d'armes très important pour l'Azerbaïdjan. De plus, les relations diplomatiques entre Israël et l'Azerbaïdjan, qui existent depuis 1992, sont les plus stables que l'État hébreu entretient avec un pays musulman. Cependant, en novembre 2024, la Turquie réfute les accusations de livraison de pétrole à Israël. Le gouvernement turc a également ajouté avoir pris des mesures pour empêcher les entreprises d'abuser des accords commerciaux avec la Palestine, en détournant vers Israël des marchandises destinées au territoire palestinien. Pour mettre fin à cette pratique, Ankara a mis en place un processus de vérification en 3 étapes. Le ministère palestinien de l'économie doit d'abord autoriser les factures pro forma soumises par les entreprises souhaitant importer des marchandises turques avant de transmettre la facture ainsi autorisée au ministère turc du commerce. La transaction est ensuite validée par les associations d'exportateurs en Turquie. On peut ensuite parler du Maroc. Dès novembre 2022, le Royaume se met comme objectif de renforcer son indépendance en matière d'armes. Pour cela, il cherche à développer une industrie militaire locale, notamment avec la fabrication de drones de renseignement et de combat. Pour cela, le pays s'est tourné vers Israël. Ce rapprochement diplomatique a été crucial pour l'acquisition de drones de qualité. Il ne faut pas oublier que ce rapprochement s'est accéléré depuis la normalisation diplomatique opérée en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham, une série de traités de paix et de normalisation des relations diplomatiques entre Israël et plusieurs pays arabes, dont le Maroc, soutenu par Washington. Collaborant ensemble dans le domaine des drones depuis 2021, une nouvelle en avril 2024 va étonner le monde entier. Malgré la guerre à Gaza et les polémiques qui touchent l'État hébreu et son armée, la société israélienne Bluebird Aerosystems a officiellement lancé son unité de production d'aéronefs sans pilote sur le sol marocain. Ainsi, le Royaume fait un pas de plus pour fabriquer localement des drones capables de mener des opérations militaires et de renseignement. En 2023, Elbit Systems, entreprise concurrente de Bluebird, avait indiqué qu'elle projetait d'ouvrir 2 sites de fabrication de drones sur le sol marocain. Il faut savoir que les appareils de cette entreprise sont principalement destinés à des missions de reconnaissance, de renseignement et de détection des cibles. Mais revenons maintenant à la société israélienne Bluebird Aerosystems. Le Royaume a acheté plusieurs centaines de drones à l'entreprise depuis 2022, notamment 150 drones Wonder Bee et Thunder Bee. Plus récemment, le Maroc a acheté le SpyX. Ce système de frappe à portée étendue dispose d'une envergure de 2 mètres pour 1,40 mètres de long. Il se déploie via une rampe de lancement placée sur une plateforme mobile, telle qu'un véhicule tout-terrain. Il a notamment été testé par l'armée marocaine en avril 2024. On peut noter que Bluebird a déjà implanté un site de production de drones en dehors d'Israël. Depuis 2017, l'entreprise fabrique des aéronefs sans pilote en Inde, en collaboration avec la société Scient. Concernant les achats militaires du Maroc, on peut noter qu'en 2021,
l'armée marocaine a acquis le système israélien Skylock Dome pour améliorer sa puissance défensive. 2 ans plus tard, elle a acheté le système de défense aérienne et antimissile Barak MX, fabriqué par Israel Aerospace Industries, un dispositif modulaire conçu pour répondre aux menaces des missiles et des avions. Il faut savoir que le Parlement marocain a adopté en 2021 une loi autorisant la création de coentreprises dans l'industrie de défense. Les dispositions de cette loi, inédites dans l'arsenal juridique marocain, permettent l'installation d'entreprises privées dans le domaine de l'armement et des équipements militaires. Cela a permis l'implantation de filiales locales de sociétés étrangères, comme la société israélienne Bluebird dont on vient de te parler. D'ailleurs, en novembre 2021, lors de la visite au Maroc de l'ancien ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, les 2 pays avaient signé un accord cadre dans le domaine militaire et sécuritaire. Celui-ci prévoit, entre autres, une coopération entre les services de renseignement, le développement de liens industriels, l'achat d'armements et des entraînements conjoints. Des observateurs israéliens ont également participé pour la première fois en juin 2022 à l'African Lion, le plus large exercice militaire sur le continent africain, co-organisé par le Maroc et les États-Unis. En juillet 2024, les relations diplomatiques entre le Maroc et Israël font de nouveau la une de l'actualité à la nouvelle qu'Israel Aerospace Industries, alias IAI, le plus important groupe d'armement israélien, vient de conclure un accord pour la livraison d'ici à 5 ans de 2 satellites d'observation de type OFEC 13. Avec un montant d'1 milliard de dollars, il s'agit du plus gros contrat entre les 2 pays depuis les accords d'Abraham. Ainsi, ces satellites israéliens vont remplacer ceux produits par Airbus actuellement en activité. Cependant, même si le contrat a été confirmé, les 2 pays sont restés très discrets afin d'éviter les protestations de l'opinion publique marocaine, qui souhaite que le royaume s'éloigne d'Israël. Un sondage réalisé par le centre de recherche Arab Barometer, début juin 2024, montrait que seuls 13% des Marocains soutiennent la normalisation des relations entre Israël et les pays arabes, contre 31% en 2022. D'ailleurs, en 2022, IAI avait déjà fourni plusieurs systèmes de défense aérienne de type Barak pour un montant de 540 millions de dollars, ainsi que des drones de type Heron. Plus récemment, en février 2025, on apprend que le Royaume a choisi Israël pour l'achat de nouvelles pièces d'artillerie. En effet, le pays n'a pas renouvelé sa commande d'artillerie au français KNDS et lui a préféré l'entreprise israélienne Elbit Systems. Ainsi, un contrat a été signé avec le groupe israélien Elbit Systems pour la livraison de 36 pièces d'artillerie autotractées Atmos 2000, montées sur des camions tchèques Tatra. Il faut savoir que la normalisation des relations entre le Maroc et Israël en 2020 a également exacerbé les tensions avec l'Algérie. En fait, en échange de cette normalisation, les États-Unis ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, une région disputée que l'Algérie soutient en faveur du Front Polisario, un mouvement indépendantiste. Cette reconnaissance a été perçue par l'Algérie comme une provocation et une menace pour ses intérêts stratégiques. De plus, la coopération militaire et sécuritaire entre le Maroc et Israël a renforcé les inquiétudes de l'Algérie, ce qui a alimenté une course à l'armement dans la région. Ces développements ont contribué à détériorer davantage les relations déjà tendues entre les 2 voisins, marquées par des différends historiques et des rivalités géopolitiques. Passons maintenant à la Syrie. Il faut savoir que les tensions entre l'État hébreu et la Syrie commencent dès la création de l'État d'Israël en 1948, événement rejeté par la Syrie et l'ensemble du monde arabe. Comme vu précédemment, l'un des points centraux du conflit entre les 2 pays est le plateau du Golan. Il faut savoir que cette région stratégique offre un avantage militaire considérable en raison de sa topographie. En effet, elle est accidentée. Elle offre donc un avantage militaire significatif car cela permet à l'armée d'avoir une vue dégagée sur les territoires environnants et un contrôle stratégique pour les mouvements de troupes. Le plateau du Golan est sous contrôle syrien jusqu'à la guerre des 6 jours en 1967, lorsque l'armée israélienne en prend possession. Depuis, la Syrie revendique cette zone comme une partie intégrante de son territoire, tandis qu'Israël l'a annexée unilatéralement en 1981, une décision non reconnue par la communauté internationale. Cette annexion constitue un point de friction majeur
et empêche toute normalisation entre les deux États. La guerre du Kippour en 1973 marque une nouvelle confrontation directe entre Israël et la Syrie. Damas, avec l'appui de l'Égypte, tente de récupérer les territoires perdus de 1967. L'armée syrienne parvient à progresser sur le plateau du Golan, mais la contre-offensive israélienne repousse finalement les troupes syriennes. Cette guerre, bien qu'elle se solde par un échec pour la Syrie, conduit à des négociations internationales qui aboutissent à un cessez-le-feu et à la création d'une zone tampon contrôlée par l'ONU sur le Golan. Toutefois, aucune paix durable n'est signée entre les deux États, et la Syrie maintient son engagement à récupérer le plateau par tous les moyens possibles. Israël considère aujourd'hui cette région comme une partie intégrante de son territoire et y a installé plusieurs colonies, renforçant ainsi son contrôle. En 2019, les États-Unis, sous l'administration Trump, devient le premier pays à reconnaître officiellement la souveraineté israélienne sur le Golan, une position vivement critiquée par la Syrie et la plupart des pays du monde. Avec la guerre civile syrienne qui éclate en 2011, la dynamique entre les deux pays évolue. Israël adopte une posture prudente, évitant toute implication directe dans le conflit, tout en menant des frappes ciblées contre des positions du Hezbollah et des forces iraniennes en Syrie. Il ne faut pas oublier que l'Iran, principal allié du régime d'Assad, utilise le territoire syrien pour transférer des armes au Hezbollah et renforcer sa présence militaire près des frontières israéliennes. Cela s'appelle le corridor chiite. C'est un axe stratégique, reliant l'Iran au Liban en passant par l'Irak et la Syrie. Ce corridor permet à Téhéran d'établir une continuité territoriale avec ses alliés régionaux. Il facilite le transfert d'armes, de combattants et d'influences iraniennes dans la région, renforçant ainsi l'axe de la résistance contre Israël et les puissances occidentales. L'axe de la résistance en géopolitique fait référence à une alliance informelle entre l'Iran et divers groupes militaires et politiques au Moyen-Orient, comme le Hezbollah au Liban, les milices chiites en Irak et en Syrie et les Houthis au Yémen. L'objectif principal de cette alliance est de s'opposer aux influences occidentales, notamment celles des États-Unis et d'Israël, et de renforcer la position de l'Iran dans la région. Face à cette menace, Israël intensifie ses opérations en Syrie, visant notamment des bases iraniennes et des convois d'armement destinés au Hezbollah. Cependant, cela pourrait bientôt être la fin de l'influence iranienne dans la région. En décembre 2024, la chute de Bachar el-Assad bouleverse les relations entre Israël et la Syrie. En effet, cet événement marque la fin du régime en Syrie après des décennies de pouvoir. La fin du régime syrien affaiblit considérablement l'axe Damas-Téhéran-Hezbollah, créant un vide stratégique dans la région. Pour Israël, cela pourrait représenter une opportunité de réduire la menace iranienne à sa frontière nord. Mais c'est aussi une source d'inquiétude quant à l'avenir politique de la Syrie. Le pays, en pleine transition, pourrait soit s'éloigner de son passé belliqueux envers Israël, soit voir émerger de nouvelles forces hostiles, influencées par d'autres acteurs régionaux, notamment la Turquie, qui devient de plus en plus hostile à l'État hébreu, comme vu précédemment. Au même moment, des frappes aériennes israéliennes ont également été entendues à Damas. En effet, l'armée israélienne a mené plus de 300 frappes aériennes. Par exemple, à Damas, mais aussi à la base navale de Tartous, où se trouve une flotte russe. En effet, cette base, point stratégique en Syrie, a fait l'objet de nombreux et intenses bombardements israéliens, visant des équipements et stocks de munitions de l'ancienne armée syrienne, mais il n'aurait pas fait de dégâts majeurs dans la base russe. De plus, les forces israéliennes ont avancé dans la région du Golan, prenant le contrôle de la zone tampon. Ils ont alors progressé jusqu'à 20 km de la capitale Damas, ce qui a provoqué de grandes préoccupations à l'international. Depuis, la situation a peu évolué, mais début février, l'armée israélienne a de nouveau frappé plusieurs zones syriennes. Elle a expliqué, dans un communiqué, avoir visé un dépôt d'armes du Hamas dans le sud de la Syrie, où se trouveraient des armes destinées à être utilisées pour attaquer des soldats israéliens. Vient ensuite l'Arabie saoudite. Avant les années 2000, l'Arabie saoudite, comme beaucoup de nations arabes, a adopté une position fermement hostile envers Israël depuis sa création en 1948. Mais les années 2000 marquent un tournant discret où des intérêts communs commencent à émerger entre l'Arabie saoudite et Israël. Ces intérêts sont principalement liés aux préoccupations sécuritaires régionales, notamment face à la montée en puissance de l'Iran.
La menace perçue du nucléaire iranien a poussé les deux pays à partager des informations et à coopérer de manière informelle, malgré leurs divergences idéologiques. En 2002, l'initiative de paix arabe est mise en avant par la Ligue arabe. C'est une proposition de paix qui vise à résoudre le conflit israélo-arabe en échange du retrait total des territoires occupés par Israël et d'une solution juste pour les réfugiés palestiniens. Ainsi, l'initiative prévoit notamment le retrait complet des territoires arabes occupés, y compris le plateau syrien du Golan, la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, ainsi que la normalisation des relations entre les États arabes et Israël. Malheureusement, les discussions échouent. Un autre événement important sont les accords de normalisation de 2020. L'Arabie saoudite, bien que pressée par Washington, a choisi de ne pas participer. Officiellement, le Royaume a réitéré que la résolution du conflit israélo-palestinien était une condition préalable à toute normalisation. Cependant, Riyad a montré un soutien indirect en ouvrant son espace aérien aux vols israéliens vers les Émirats arabes unis, signalant une flexibilité stratégique. De plus, malgré l'absence de relations diplomatiques officielles, des rapprochements économiques et stratégiques ont été observés. Par exemple, des entreprises saoudiennes ont commencé à collaborer avec des entreprises israéliennes dans des domaines tels que la technologie et l'énergie. Par exemple, Mellanox, une entreprise israélienne spécialisée dans les réseaux informatiques, a collaboré avec des entreprises saoudiennes pour développer des technologies avancées. On peut aussi parler de la visite de Benyamin Netanyahou en Arabie saoudite en novembre 2020. Cette visite a été suivie de discussions sur la possibilité de normalisation des relations. En mai 2024, on apprend que les différents partis discutent d'une version quasi finale des accords d'Abraham. D'ailleurs, le prince Mohammed Ben Salman et le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, se sont entretenus à Daran à ce sujet. Ils ont également discuté du travail mené par les deux parties sur la question palestinienne, pour trouver une voie crédible vers une solution à deux États. En échange, l'Arabie saoudite réclame une relation de sécurité renforcée avec Washington, le partenaire de sécurité le plus important du royaume. Il demande aussi la création d'un État palestinien, mais le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou ne veut pas. Riyad négocie également une aide au développement d'un programme nucléaire civil. Il faut savoir que parvenir à une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite, sur le modèle d'accords conclus avec d'autres pays arabes, était l'un des grands objectifs diplomatiques du président américain Joe Biden. Cependant, en septembre de la même année, les choses se compliquent et le rapprochement entre l'État hébreu et l'Arabie saoudite est mis à mal. Cela est dû au fait que Mohammed Ben Salman, le prince héritier et dirigeant du royaume, affirme qu'aucune relation ne sera possible avec Israël sans la création d'un État palestinien avec comme capitale Jérusalem. De plus, alors que les deux pays ont comme objectif commun de contenir l'influence iranienne au Moyen-Orient, les choses changent en novembre 2024. Le 11 novembre, le prince héritier a affirmé qu'Israël devait respecter la souveraineté territoriale de la République islamique d'Iran et s'abstenir d'attaquer son territoire. Il a ensuite qualifié Téhéran de république sœur, signe du réchauffement des relations entre les deux puissances du Moyen-Orient, qui ont longtemps soutenu des camps opposés dans la région, notamment en Syrie et au Yémen. Il faut savoir que l'Iran, pays à majorité chiite, et l'Arabie saoudite, monarchie sunnite, ont rétabli leurs relations diplomatiques en mars 2023, après 7 ans de rupture, dans le cadre d'un accord négocié sous l'égide de la Chine. Au même moment, on apprenait que le chef d'état-major de l'armée saoudienne avait rencontré des responsables iraniens à Téhéran, ce qui tente encore plus les relations entre l'Arabie saoudite et Israël. Surtout que, dans la même journée, l'État hébreu réitère que la création d'un État palestinien n'est pas une position réaliste, alors que les dirigeants de pays arabes et musulmans ont appelé à nouveau Israël à se retirer totalement des territoires palestiniens qu'il occupe pour parvenir à une paix régionale globale, lors d'un sommet en Arabie saoudite consacré à la situation au Moyen-Orient. Il est donc clair que la relation entre Israël et le monde arabe illustre parfaitement les dynamismes changeantes du Moyen-Orient. Longtemps définie par l'hostilité et les conflits, elle a progressivement évolué vers des formes de coopération pragmatique, en particulier dans les domaines sécuritaires et économiques.
Toutefois, cette normalisation reste fragile et conditionnée par des enjeux sensibles, notamment la question palestinienne et les rivalités régionales. Si certains pays arabes privilégient désormais la voie diplomatique, d'autres continuent de percevoir Israël comme une menace. Cette ambiguïté, nourrie par des décennies de tensions, laisse entrevoir un avenir incertain, où les intérêts stratégiques pourraient bien prendre le pas sur les fractures historiques, sans pour autant les effacer totalement.